Merci de votre fidélité. Vous êtes bien sur la chaîne qui n'arrête pas de monter et sur l'émission la plus regardée du paysage audiovisuel martiniquais. Désolé de cette première tentative de déstabilisation de Frédéric D'Ispagne. Ça n'a pas marché. Très bien. Alors, ce soir, ça va être difficile parce qu'on a 3 sujets extrêmement chargés. Évidemment, c'est des sujets dont les protagonistes ne souhaitent pas que nous parlions, mais je préfère vous dire que la lutte contre le harcèlement scolaire, le SMTVD, c'est votre sujet préféré, et le procès du déboulonnage vont être évoqués. Et nous commençons tout de suite par la lutte contre le harcèlement. C'est le sujet qui a été choisi d'ailleurs par les téléspectateurs. On y va. Une journée pour dire non à la violence ordinaire, à la moquerie qui blesse, aux mots qui isolent. Au collège Périnon ce matin, les élèves sont invités à mettre des mots sur ce fléau, qu'ils aient été témoins ou victimes, à l'image de la jeune Madeleine. L'année dernière, j'ai été harcelée par une fille. À l'école, elle me disait que j'étais une bonne à rien, que j'étais nulle. Elle inventait des histoires pour que je me fasse gronder. Et à la maison, elle m'envoyait des messages comme quoi j'étais qu'une bonne à rien, je servais à rien, que je ne méritais pas de vivre, je devais me suicider, tout ça. J'avais peur d'en parler à mes parents, donc j'en ai parlé à mes copines, ensuite à mon maître et après à mes parents. Et cette fille-là, elle a été sanctionnée. Autrefois victime, elle a choisi, comme plusieurs de ses camarades, de devenir actrice de la sensibilisation en tant qu'ambassadrice. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est compliqué, mais on ne sait pas pourquoi ils harcèlent, on ne peut pas savoir s'ils vont vraiment bien ou s'ils font ça pour aller mieux. Je me suis fait harceler par une fille, elle me frappait et j'ai même pris un coup de tournevis. Mais mes parents, ils ont réagi tout de suite parce qu'en fait, moi, j'ai une difficulté à ne pas dire à mes parents quand il y a quelque chose qui se passe au collège. Aborder les conséquences du harcèlement, mais aussi envisager les moyens de s'en sortir. Pour cela, les collégiens pourront compter sur le soutien des tout nouveaux ambassadeurs. Mon rôle, ce serait de sensibiliser les élèves, aller vers les élèves tout seuls, leur demander s'ils vont bien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes passés dans les classes pour présenter le sujet aux élèves. Pour l'équipe éducative, l'un des enjeux phares est la prise en charge des élèves victimes de harcèlement au sein du collège. Nous avons ce qu'on appelle une équipe ressources, donc, qui est composée des 2 CPE d'établissement, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale, la psychologue de l'éducation nationale et une enseignante. Donc, nous recevons donc, de manière séparée les élèves victimes et les élèves auteurs. Donc, chaque personne prend en charge un élève et nous faisons en sorte, en tout cas au niveau de l'élève victime, on le prend en charge, on fait en sorte que l'élève puisse libérer la parole. On prévient aussi la famille quand même pour que la famille soit au courant que l'élève est en difficulté. Et puis au niveau des élèves présumés auteurs, au début nous faisons appel à l'empathie surtout. Nous n'accusons pas dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, donc, nous prenons en fait des nouvelles régulièrement de la victime. Et si nous constatons que la situation n'évolue pas, nous sommes obligés de finir par sanctionner l'élève auteur, l'élève ou les élèves auteurs. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que la vigilance doit être quotidienne. Selon les chiffres de l'Académie, sur la période scolaire de 2024 à 2025, ce sont 189 cas de harcèlement qui ont été enregistrés dans les établissements de Martinique. Un chiffre qui ne traduirait pas forcément une augmentation, mais plutôt une meilleure détection des cas, au même titre qu'une libération de la parole. Alors, pour traiter de ces sujets, comme vous le savez, nous avons le bénévolat, je le précise, de nos chroniqueurs que je vais vous présenter, parce qu'ils ont été un peu dissipés, donc je suis passé directement au sujet. Claude est de retour avec nous. Oui, absolument. Bonsoir. Et Claude j'en profite Titina. pour dire bonsoir aux équipes de l'Institut géophysique du Globe, qui sont à Paris d'une part et à Mayotte, et qui ont pris le relais de nos amis de l'Observatoire pour la montagne Pelée, et qui surveillent cette montagne. Donc 24 heures sur 24, elle est surveillée. Bonsoir à eux. Très Ils bien, nous regardent. bonne nouvelle pour la population de Saint-Pierre. Monsieur Ursulé est de retour.
et ça nous fait plaisir. Et bien content d'être là. Donc, je vous ai dit bonjour à mes collègues et bonjour aux téléspectateurs de la Martinique. Merci beaucoup. Le petit nouveau qui, en fait, est là depuis des siècles, qui surveille d'un œil acéré et avisé le paysage audiovisuel, enfin le paysage de la presse martiniquaise, notre ami José Anelka. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs de la TV et bonne émission à vous. Il y en a qui serrent les fesses déjà, en attendant les analyses très fines de José et celles de Frédéric d'Espagne, notamment les politiques. Ils vous adorent, semble-t-il. Ah, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer de mes analyses. Eh bien, ce soir, je pense qu'ils auront une bonne tranche. C'est parti. Alors, Claude, on est extrêmement préoccupé par la montée en puissance du harcèlement scolaire. Alors, à la fois depuis que tout ça est extrêmement médiatisé, notamment à travers les réseaux sociaux, vous avez vu que le rectorat ne sait pas si l'augmentation des chiffres, c'est l'augmentation des signalements ou c'est l'augmentation des cas. On va dire ça comme ça. Mais ne serait-ce que sur un plan judiciaire, l'année dernière en France, c'est 10 000 cas. Considérable, une explosion. Ça dit quoi de notre société ? Vous avez votre avis dessus, j'ai l'impression. Oui, quand même un peu, parce qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus importante. D'abord, à la Martinique, vous savez qu'il y a une association qu'on connaît tous maintenant, J'aime Jade, Madame Marie Jean-Marie, qu'on salue, qui est une femme formidable, et qui, quand même, par son vécu, puisqu'elle a une jeune fille qui s'est suicidée, malheureusement, enfin, suite à une campagne de harcèlement. Ouais. Et elle a pris son bâton de pèlerin, elle en a fait vraiment son chemin de croix, entre guillemets, pour sensibiliser d'abord l'académie, le milieu scolaire, et finalement, les choses se mettent en place. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est que les gens de l'académie, allons appeler ça le rectorat, ont eu du mal à s'y mettre. Là, ça va beaucoup mieux. S'il y a des procès... C'est-à-dire qu'on avait tendance à mettre un peu le couvercle... pendant des années. Pendant des années, soit à penser que ce n'était pas si important que ça, en tout cas à ne pas prendre les choses en main comme il le faudrait. Et elle a fait un travail fantastique. On l'avait reçue à mon club Rotary, elle nous avait expliqué sa démarche, elle nous avait expliqué qu'elle était un peu plus entendue, y compris vraiment de tous, des enseignants, des médecins, etc. Donc, ça fait son chemin, ce qui explique un peu que l'académie soit un peu, en matière de données, comme vous l'avez dit, de chiffres, on ne sait pas trop si c'est parce qu'il y a... Voilà, mais les choses avancent un peu, ce n'est pas encore ça, bien évidemment, mais en tout cas, pour la Martinique, tout de même, il y a une vigilance qui est un peu plus importante du corps enseignant, parce que de toute façon, on va le voir, ma maman a été professeure, comme vous savez, et dans une classe, on distingue tout de suite les meneurs, les je ne sais pas quoi, enfin bon, ceux qui... Bon, les suiveurs, les meneurs, les tout emmerdeurs, ce qu'on veut, voilà. Le harcèlement, sous certaines formes, a toujours un peu existé. Entre guillemets, ça dépend ce qu'on entend par harcèlement. On m'appelait Titina Zanana 10 fois, mais ce n'était pas du harcèlement, mais 100 fois, mais c'est pas grave. Mais ça n'est rien par rapport à ce que certains enfants peuvent subir, et aussi parce que d'autres enfants ont peur de parler. Donc tout ça, il faut les amener à la parole. Et moi, je dis que les parents, alors les enseignants, ils ont leur travail à faire, leur rôle, mais les parents aussi. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais si l'enfant a du mal à s'ouvrir aux parents... Vous savez que finalement, il y a très peu de parents qui demandent aux enfants en fin de journée comment ça s'est passé à l'école, qui prennent le temps, etc., d'aller un peu plus loin. 60% il y a la de foyers monoparentaux. Certes, il y a la télévision et il y a le temps de transport. Il faudrait parler pendant le temps de transport. Non, mais s'ils sont avec eux, le temps qu'ils arrivent à la maison et qu'ils partent le matin à 5 heures. Christian, vous avez été l'un des grands patrons de la santé. Le harcèlement, c'est une forme d'atteinte à la santé, ne serait-ce qu'à la santé mentale, puisqu'il y a des enfants qui, à cause de mots, M-O-T-S, se suicident. Absolument. C'est-à-dire que Claude a dit que ça, sous une forme quelconque, tout existait depuis longtemps. Je pense que la différence actuelle, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes sociétés, hein, et qu'il y a une forme de multiplication de la violence quotidienne, partout, dans les écrans, etc. Et puis, les réseaux sociaux qui amplifient les choses. Ouais. Et je me souviens que j'avais participé à un séminaire qui ne concernait pas directement la gestion, mais la santé mentale, justement, des enfants, notamment,
à Lyon, par un des plus grands psychiatres français qui animait le séminaire. Et il expliquait que les dégâts étaient causés chez les enfants par le fait qu'un adulte, il a un coup dur. Il sait que ça ne va pas forcément durer, que le monde n'est pas fait que ça. Aujourd'hui, il est gris, demain, il est bleu, etc. Mais le petit enfant, ça lui colle à la tête. Et lui, il a l'impression que le monde est comme ça, que la vie est comme ça. Ouais. Et plus on avance en âge, moins c'est vrai, mais c'est toujours vrai. Dans l'école, dans le collège, etc. Dans la vie professionnelle. Et quand c'est répété, amplifié par les réseaux sociaux, quand il y a un groupe qui harcèle un enfant, ça peut être dramatique, quoi. Alors je pense franchement que... Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a des solutions, je dirais, thérapeutiques déjà? Je pense que je ne sais pas s'il y a assez de profondeur, parce qu'il y a un plan, j'ai vu qu'il existe, où il faut évidemment faire de la prévention, détecter, suivre après, soigner tout ça, faire les bilans. Je pense que si on s'intéresse un peu, si déjà on forme ce qui a été fait, il y a eu un grand plan qui a formé les enseignants à tous les niveaux, dans les écoles, les collèges et les lycées, si on prend le problème à bras-le-corps à tous les niveaux, c'est-à-dire les enfants. Tu dis, dans le transport, il faut que les parents parlent, mais souvent les enfants ne parlent pas à leurs parents. Oui, c'est ce que je disais. Des choses difficiles. Ouais. Ils peuvent plus parler à un tonton, une tati, à un cousin, une grande sœur, à un ami, etc., qu'aux parents directement, au départ. Donc je pense que si on trouve les moyens de faire parler les enfants, les mettre en confiance parce qu'il y a un endroit où ils peuvent... J'ai vu que dans une école en France, ils avaient fait un système de bancs où les enfants s'asseyaient. D'autres avaient fait une boîte aux lettres, donc il y avait un registre où ils marquaient, etc. Il faut trouver le moyen de faire que l'enfant enfin ait un lieu où il va se confier, où il va dire « j'ai un problème ». Après, il y a la prise en charge. J'ai vu que dans une école ici, ils avaient fait, à mon avis, c'est un malheur, de séparer les enfants entre les harceleurs d'un côté et les non-harceleurs de l'autre côté. Mais c'est invraisemblable, quoi. C'est tous des enfants et des victimes. Moi, je crois que l'enfant qui harcèle et les enfants qui harcèlent quand ils sont en groupe, c'est forcément aussi des victimes. D'ailleurs, les enquêtes indiquent très clairement que les enfants harceleurs ont eux-mêmes été harcelés. Absolument. Et il faut prendre en charge à la fois les enfants, les parents autour, et aussi bien harceleurs que harcelés. Frédéric, alors vous avez des enfants, il faut le rappeler, tout ça, ça évoque chez vous un certain nombre de similitudes avec la société tout court. Parce qu'en fait, c'est la société des enfants qui reflète ce qui se passe dans la société globale. Absolument. Et là, vous êtes très énervé. Et dit, je ne suis pas très énervée, mais en tout cas très préoccupée. Ah, je vous ai entendu en off. Le harcèlement scolaire n'est pas un sujet... Oui, parce que mes collègues le disaient très bien. Le harcèlement des enfants, ils sont tous, si je puis dire, victimes, parce qu'ils sont en reproduction. C'est le mimétisme mais oui, le harcèlement, c'est ce qu'on appelle un symptôme relationnel. L'enfant rejoue le climat familial. Donc, en fait, je ne suis pas agacée gratuitement. C'est que je ne crois pas, même si je trouve que c'est déjà un gros effort de la part de l'Éducation nationale d'avoir reconnu cette réalité, dans tous les établissements d'ailleurs scolaires, mais je pense qu'il faut aussi convoquer les parents. Oui. En fait, là où je disais que vous étiez énervé, c'est qu'il n'y a pas de mise en cause des parents. En fait, Christian vient de le faire, un tout petit peu. Je crois que... Mais vous tapez du poing sur la table en disant les associations de parents d'élèves devraient oui, parce qu'il y a une responsabilité. S'emparer du sujet. Mais bien sûr, parce qu'il y a une responsabilité. Vous savez, il faut être toujours au plus près du terrain. C'est-à-dire qu'il y a toujours une strate. Bien sûr que le parent doit être très vigilant. Bon. Mais c'est souvent de façon un petit peu émotionnelle, une tempête émotionnelle que vous repérez chez votre enfant, alors que ça fait 2 ans que ça dure. Voilà, donc vous ne pouvez pas toujours repérer les choses. Mais une fois qu'on les a repérées, en revanche, il ne faut pas dire, il ne faut pas les banaliser. Il ne faut pas dire oui, mais ce sont des jeux d'enfants. Il y a aussi ce côté-là. Hein. La mansuétude accordée... Ce sont les enfants. Non, ce ne sont pas des enfants. Ouais. Il y a des enfants en souffrance qui reproduisent une parentalité autoritaire, une parentalité indifférente. Vous avez cité les familles monoparentales, et puis il y a des familles de plus en plus de divorces. Donc il y a une sorte de course. Absence de parentalité, il y a une sorte en de fait. course, oui. En fait, je ne critique pas les divorces. Je suis en train de dire que souvent dans des situations de divorce, c'est normal, le papa et la maman veulent se faire aimer de leurs enfants. Donc il y a une sorte de concurrence autour de ça. Et finalement, on se retrouve avec une éducation. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'il y aura une augmentation du harcèlement. C'est pour ça qu'il est urgent de l'endiguer. Non seulement avec les réseaux sociaux, la nudité, l'extrapolation, l'utilisation, etc., de choses qui rendent l'enfant complètement sans horizon. Mais il y a aussi le fait que le cadre et l'autorité sont de moins en moins à la mode.
c'est la bienveillance. Je suis d'accord qu'il faut de la bienveillance, mais l'enfant a besoin de cadre. L'enfant a soif d'être encadré, d'être protégé, d'être sécurisé. Et je crois que aussi du côté du harcelé, il y a finalement on sent la fragilité de cet enfant. Donc il y a aussi le côté victime, le côté facile, la proie. C'est pour ça que se met en place, et je trouve ça très bien dans l'éducation nationale, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des enfants qui ont eux-mêmes été harcelés et qui sont à même de pouvoir reporter, ce n'est pas les délégués, hein, ce sont les lanceurs d'alerte, de pouvoir reporter ce fait, parce que ce n'est que dans la classe qu'on le sait. Il n'y a que les élèves qui savent ce qui se passe dans leur classe. Tout à fait. C'est ça la réalité. Alors, un autre père de famille et un grand-père comblé. C'est donc fatalement, José, un sujet qui vous est connu. En fait, nos amis ont fait le tour de la question et c'est vrai qu'il faut retenir un certain nombre d'avancées. Vous avez vu la facilité avec laquelle il échappe à la question, en fait? C'est pas mal. Non. C'est pas mal. Enfin, il a des techniques qui le Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est très sérieux. J'ai dit, évidemment, vous avez distillé des vérités sur le sujet. On reconnaît plusieurs avancées. La prise en charge sur l'éducation nationale, le rectorat, vous l'avez dit. Il faut plus de sensibilisation auprès des parents, ça c'est sûr. Oui, le harcèlement, de mon point de vue, a toujours existé. Nos sociétés étaient peut-être un tout petit peu moins fragiles qu'elles ne le sont actuellement. Parce que nous... Vous dites les sociétés ou les enfants? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gosses étaient un peu plus durs. Avec un œil au beurre noir, 2 coups de poing en passant, on nous avait frappé, on nous avait traité. Vous étiez plus petit, vous étiez l'objet de ça. Et il me revient, avec le recul, au lycée Schellcher, avec ces escaliers qui se croisent, les plus forts se mettaient en haut, tapaient la tête des plus jeunes qui montaient, et c'était une forme de méchanceté, mais on ne mettait pas le nom. Le harcèlement n'était pas posé. Là, aujourd'hui, effectivement, Frédéric l'a dit, il y a des lanceurs d'alerte à l'intérieur des établissements aujourd'hui. Des enfants peuvent dire à des parents ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce que d'autres enfants leur disent. Il faut savoir écouter ces enfants-là. Le harcèlement a pris la forme du cyberharcèlement aujourd'hui. Vous avez des gamins de 9 ans qui s'enlèvent la vie parce qu'ils ne supportent plus de souffrir des moqueries, des méchancetés. Et puis, il faut, on l'a dit, il faut que de plus en plus, les enseignants prêtent une oreille attentive aux signes des enfants qui, des fois, essayent de les alerter et qui se déconduisent sans autre formule parce que la société est fragile et on a marre de voir les gens se plaindre tout le temps. Non, c'est un vrai sujet. Est-ce que la disparition de quasiment tout ce qui avait trait, on va dire, à la vie civique, aux actes civiques, n'a pas entraîné cette espèce de je m'en foutisme global par rapport aux relations sociales dans l'école? Et puis, deuxième point, est-ce que ce ne serait pas sympathique de faire des cours aux gosses sur le harcèlement au début de l'année scolaire? Il faut reprendre des instructions civiques à l'école, que pas pour le harcèlement, mais pour un certain nombre de sujets importants de la société, pour que les enfants sont de plus en plus éveillés, ils sont de plus en plus aboutis, ils comprennent très vite. Il faut les responsabiliser très tôt dans l'enseignement qu'on peut leur apporter, mais les sujets avancent visiblement. Très bien. Alors, il y a un sujet... Les cours d'empathie. Les cours d'empathie. Dès le départ. Oui. Voilà. Bon, vous, Madame la rectrice, vous avez noté des cours d'empathie. D'ailleurs, Christian Ursula se tient à votre disposition pour en parler. Oui, tout à fait. Alors, il y a un sujet qui est à minima récurrent. Ça devient un véritable marronnier des rédactions. On est désolé, Belfort, mais bon, c'est comme ça. C'est le SMTVD. Sujet, re-sujet. Il y a quelqu'un qui en a marre, c'est Claude. Mais bon, comme elle n'était pas là lorsqu'on a traité du SMTVD, on lui a resservi les plats et elle va pouvoir nous dire ce qu'elle en pense. Sujet. Après plusieurs jours de blocage sur les sites du SMTVD, aujourd'hui, l'ensemble des barrages ont été levés. La déchetterie de Châteauboeuf est néanmoins restée fermée depuis ce matin en raison du droit de retrait des employés. Certains usagers venus déposer leurs encombrants doivent faire demi-tour. J'ai entendu dire que c'était ouvert depuis hier et là, finalement, j'arrive et c'est fermé. Donc, c'est décevant. Et puis, il faut qu'on arrête ça. Bon, les ordures, il
il faut les jeter quelque part. Donc je ne peux pas faire comme les autres qui font ça sauvagement. Les salariés dénoncent des conditions de travail dégradées, notamment l'infiltration d'eau dans les locaux. Vu qu'il y a un compteur, vu qu'il y a des prises, tout ça, moi je pense que le droit de retrait il est justifié parce qu'il y a mort d'homme. C'est un danger imminent, puisque tout le monde, vous savez très bien que l'eau ne va pas avec l'électricité. Parce que s'il y a un compteur qui tombe, si les prises sont inondées d'eau, moi je pense qu'il faut prendre ce problème à bras le corps. Concernant la grève, une décision de justice a ordonné aux agents du SMTVD de lever les barrages. Pour les syndicats, le conflit n'est pas pour autant terminé. Ils attendent un retour des médiateurs et les relevés d'informations des stagiairisés. On attend ces documents aujourd'hui parce que normalement, afin qu'une stagiarisation ou une titularisation puisse être faite, normalement, selon la réglementation, tout syndicat doit se réunir avec la direction pour négocier éventuellement le nombre ainsi que mettre le choix des stagiairisés. C'est comme ça dans toute fonction publique, territoriale, d'État ou hospitalière. Or, il s'avère que chez nous, au SMTVD, ça n'a pas été fait ainsi, ça a été fait en secret. Le problème n'est toujours pas réglé, mais le tribunal a demandé qu'elle soit ouvert, c'est ouvert. Mais là, on est en négociation. Le président du SMTVD, lui, qualifie cette grève d'inutile et regrette son impact financier en plein redressement. La structure SMTVD, qui est déjà fragile financièrement, a gagné de moins une perte d'exploitation de moins une semaine, ce qui fait autour de 100 000 euros. De plus, nous avons une délégation de service public avec IDEX pour le centre de valorisation. Les déchets n'entrent pas au CVO. Et dans la convention, il est dit qu'en cas de perte d'exploitation, c'est nous qui remboursons le CVO. Donc, IDEX. Même chose pour une entreprise qui travaille aussi à la réfection des nœuds du CVO. Donc, cette grève nous a coûté excessivement cher dans un moment où le SMTVD a commencé son redressement. Si un technicien est intervenu afin de trouver une solution à la déchetterie de Châteauboeuf en fin de matinée, tous les autres sites du SMTVD devraient rester ouverts. Très bien, merci M. Belfort-Birota de ces précisions, mais évidemment, l'actualité ne s'arrête pas et il y a de nouvelles donnes sur ce conflit. Il semblerait que M. Birota ait carrément jeté l'éponge en disant que tout ça, c'est ingouvernable et qu'il valait mieux donner la gestion du SMTVD à un organisme public à travers une délégation de service public. J'ai mes petits jeunes autour de moi qui, évidemment, n'en pensent pas moins, à commencer par José Anelka, qui a des choses à nous dire. Non, je suis... Comment non ? Je suis amusé par quelque chose. Au lendemain des congrès où on réclame plus de pouvoir de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes dans le pays, vous avez des élus qui disent « Ah non, on ne veut plus décider. On va donner ça à un privé à gérer pour nous, parce que quand on nous a donné à gérer ça, on n'a fait que des bêtises avec. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit on n'a fait que des bêtises. Mais bon, le constat est accablant. Le constat est accablant. Il dit, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au président des EPCI, j'ai écrit au président de la collectivité territoriale. J'ai demandé à la justice. J'ai demandé à tout le monde de faire. Mais on demande dans le même temps d'avoir plus de pouvoir pour décider pour nous-mêmes. Ouais, mais José, est-ce que c'est pas un peu facile chaque fois? Parce que bon, moi, je lis la presse quotidienne martiniquaise et régionale française tous les jours. Ça se passe partout. Est-ce une raison pour se dire c'est bien de continuer à le faire ici? Pourquoi on ne serait pas une société étalon? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas mieux qu'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas à un moment donné de dire on nous a donné ce secteur d'activité à gérer, allons montrer qu'il est possible de bien faire, allons faire cela avec le nombre de salariés qu'il faut, avec les compétences qu'il faut. En évitant évidemment de détourner des dizaines de millions d'euros. En évitant de faire tout ce que vous connaissez, vous l'avez expliqué, mais encore, et vous l'avez expliqué sur toutes les chaînes de télé. Donc s'il y a un Martiniquais qui n'est pas au courant, c'est qu'il n'a pas voulu l'entendre. Ouais. Et nous en avons parlé ici aussi. Rappelons que cette semaine, il y a un procès qui concerne l'un des élus en question et dans le cadre du SMTVD, et ce n'est pas le dernier, à mon avis. Oui, sauf que le problème fondamental du traitement des ordures est à l'arrêt, ou ne fonctionne pas bien.
Ouais. Et oui, il y a ces procès qui arrivent. Oui, maintenant on dit qu'il faut le redonner à un privé. Oui, il va falloir trouver les solutions. Que de temps avons-nous perdu et que de salariés avons-nous embauchés pour ne rien faire? C'est reparti, ça c'est la tarte à la com de José. Anelka, Claude. Oui. Comme vous n'étiez pas là lorsqu'on a débattu du SMTVD, ce qui nous a valu, allons être un peu transparent, une lettre assez sévère d'un des collaborateurs du président Birota, dans la perspective déçue, bien évidemment, en cause un manque de précision sur la volonté d'obtenir un droit de réponse. On attend toujours les précisions. On va redonner à Claude la possibilité de rajouter une couche. Non, mais bon, écoutez, il y a du nouveau, enfin vous l'avez dit, du nouveau ce soir, là, M. Birota, le président, il indique qu'il veut effectivement qu'il y ait une délégation de service public à un privé, il a dit. Oui. C'est des privés, des entreprises privées, donc, qui pourraient éventuellement sauver la mise. Il a dit c'est ingérable. Alors, je ne sais pas quel privé va soumissionner quand il entend dire que c'est ingérable. Non, peut-être qu'il a voulu dire que c'était ingérable par lui, par eux. Par les élus. Par les élus, ouais. On va dire. Peut-être que c'est ça. Je me souviens que j'avais dit ici, en discutant avec nos anciens préfets, qui avaient écrit d'ailleurs à l'époque pour dire qu'il fallait que la plaisanterie s'arrête, en matière, qu'il fallait mettre un peu d'ordre, y compris financier. Monsieur Cazel avait écrit à M. Caquin en lui disant il faut que ça s'arrête. Alors on s'était un peu moqué de lui. Ils étaient oui, surtout que M. Caquin avait été réélu à l'unanimité. Absolument, ce qui était une réponse. Nous gérons par nous-mêmes. Rien que nous-mêmes. Et j'avais dit, pour nous-mêmes. Occupez-vous de vos affaires. Exactement, à l'IDOMI. Et j'en avais parlé avec le préfet de l'époque. Il m'a dit, mais. On vous avait prévenu, hein, il m'a dit, mais Claude, on sait tout ça. Et il faudrait donc, vous savez bien, la composition du conseil d'administration. Il faudrait refaire des élections municipales. Incessamment sous peu de tous ces gens, donc c'est pas possible. Donc non, enfin tout le monde est au courant que ça ne fonctionne pas et qu'il y a dysfonctionnement. C'est sur la table. Moi j'avais lu le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais ça vaut aussi j'avais lu le rapport. Ça vaut aussi pour pas mal d'organismes. Oui. Oui, c'est pas nouveau. Mais que fait l'État? Il faut privatiser. L'État, oui, privatiser, mais faut privatiser l'État. Privatiser avec une société qui va venir de l'extérieur. Enfin bon, bref, passons. Quand j'ai vu les messieurs parler de fonction publique, j'ai noté territoriale, et qu'on a un président qui dit on va essayer de glisser ça au privé. Bon, c'est presque, je dirais pas que c'est carnavalesque, je voudrais pas me moquer, mais je vais dire c'est un peu pathétique quand même, parce qu'on s'en sort pas. Et pourquoi on s'en sort pas? C'est parce que d'abord, il y a eu des dysfonctionnements financiers qui font que ça a été aspiré, ce qui était dédié au SMTVD, et maintenant il n'y a plus de sous. C'est-à-dire que même si on voulait refinancer, etc., il n'y a plus les moyens. Enfin, la CTM, abonné absent, elle ne peut pas. Pas. Donc, on le sait tous. Donc, comment on fait? Est-ce qu'une entreprise, vous croyez qu'une entreprise privée va prendre le risque? Une entreprise privée, je rappelle aux téléspectateurs, à un moment quelconque, il faut qu'elle gagne un peu d'argent. Enfin, je veux dire qu'elle paye les salariés, tout ça, tout ça. Une entreprise privée, c'est pas l'État, c'est pas un truc à fond perdu, etc. C'est pas la CTM non plus, tout ça. Donc, je vois pas comment. J'avoue que je suis un peu inquiète. Quand j'entends ça, je me dis comment on va s'en sortir, nous, usagers, les entreprises, par rapport aux déchets, par rapport au traitement des déchets, pardon. Petite île comme nous sommes, j'avoue, je donne ma langue au chat, et je pense que c'est un sujet récurrent. Monsieur Birota n'avait pas dit qu'il partait. Il part? Non, il a dit qu'il part à la fin de l'année. On va lui rappeler. Bon courage pour le nouveau président, le nouveau conseil d'administration. Bon, c'est vrai qu'on a les municipales, n'oublions pas, on le dit aux téléspectateurs. Ensuite, on a les élections pour ce qu'on appelle les EPCI, donc Cap Nord, CACEM, Espace Sud, et qui elles-mêmes, voilà, et donc il y aura un renouvellement évident, enfin comme ça, c'est dans l'agenda, du conseil d'administration du SMTVD. Bon courage. Voilà. Rappelons quand même qu'il y a des enquêtes policières et judiciaires en cours, et qu'un certain nombre d'élus ont été appelés à venir témoigner, on va dire ça comme ça, et qu'à terme, il y aura des procès, de mon point de vue, assez retentissants. Christian, alors, on n'est pas bon dans l'eau, on n'est pas bon dans la sécurité sociale, on n'est pas bon dans les ordures, on n'est pas bon dans le transport. Alors, il y a un sujet qui va monter, mais on n'est pas bon dans les cantines scolaires.
Dans la santé, on a quelques soucis. Vous êtes au courant que les ARS vont peut-être disparaître? Enfin, bon, globalement... Ben, dès qu'elles ont été créées, de toute façon, certains étaient contre. Hein. Oui. Bon. Mais bon, n'allons pas sur ce sujet-là. En fait, bon, dans la santé, il y a des soucis. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. On a là une interrogation majeure, à la fois parce que des petits malins comme José systématiquement glissent la peau de banane de vous demander plus de pouvoir, vous êtes incapable de gérer ce que vous avez. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous qui avez été à la tête d'une administration costaud, celle de la gestion de la santé en Martinique, l'ARS, l'Agence régionale de santé, on vous met président du SMTVD, qu'est-ce que vous faites? Il ne veut pas. Il ne veut pas, il dit non. Alors, j'accepte. Vous acceptez? Pour quelle raison? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas plus pour les déchets, que l'eau, le transport. Je pense que nous souffrons en Martinique. Et les élus, ils ont pris la responsabilité d'y aller. Oui. Moi, si je n'avais pas été syndicaliste à l'époque et passé 20 ans dedans, j'aurais peut-être dû faire dans la politique. La politique. Je pense que faire du syndicalisme, c'est faire de la politique. Oui, oui, je veux dire, mais enfin, en tant qu'élu, nous manquons de deux choses en Martinique. De l'ambition pour la Martinique. Oui. Je veux faire avancer la Martinique sur l'eau, sur le transport. Nous manquons d'ambition, je le dis, pour la Martinique et pas pour nous, élus, qui nous croyons imbus de science et de capacité dans tous les domaines. De compétences surtout. Et donc nous manquons d'humilité. Si nous avions les deux et la capacité de rassembler les deux, nous dirions quoi? La Martinique, elle était en avance, largement en avance, par rapport à la Guyane et par rapport à la Guadeloupe sur la question des déchets. Elle a dégringolé. Si nous disions, OK, on passe à un stade différent, on met en place un SMTVD avec un incinérateur, avec des déchetteries, etc., mais on n'a pas d'expérience. Je cherche dans le monde, pas forcément en France, des gens qui ont la compétence, qui ont montré ce qu'ils savent faire. Singapour, etc. et tout. Je les fais venir, je les paye à prix d'or s'il faut. Mais à côté, je mets des Martiniquais qui apprennent, qui veulent. C'est un peu la solution de Belfort-Birota. C'est allons donner aux spécialistes de la gestion des déchets du pouvoir. Alors, il oublie peut-être de dire, je reste quand même à côté pour surveiller, c'est ce que vous voulez dire. Attends, je ne confie pas l'organisme, il a son conseil d'administration d'élus martiniquais qui... Mais il l'élègue. Mais la gestion, le quotidien, la direction de la société, il faut qu'elle soit aux mains de gens qui sont spécialistes, qui ont l'expérience et qui apprennent aux Martiniquais. Et donc, je fais des contrats de 3 ans renouvelables, par exemple. J'apprends à des jeunes Martiniquais ingénieurs formés dans le domaine, etc., pour que nous puissions assurer nous-mêmes là où nous ne le savons pas. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, on a vu malgré tout que cette solution, elle existe. Par exemple, l'incinérateur, il est confié à une société, une multinationale, OK? Et malgré tout, il y a eu des détournements de fonds publics. Donc il faut l'ambition pour la Martinique et pas pour soi-même. D'accord, très bien. Parce que quand j'entends, excuse-moi, je termine dessus, mais quand j'entends, parce que je ne sais pas si ça a été dit ici, mais enfin, j'ai entendu des choses que toi tu as dites, mais alors ça me semble hors de proportion avec la réalité. Quand il y a un budget de 25 millions et qu'on a un déficit de 2,5 millions, ça veut dire 10%. Ouais. Un hôpital est en alerte pense qu'il a un déficit de 3%. Voyez. Et quand j'apprends que s'il y a des élus qui sont impliqués, avec des privés, pour passer par derrière, par plein de mécanismes, etc., pour que l'argent s'y recule et tout, on n'a pas d'ambition pour la Martinique, on a l'ambition pour soi, pour sa poche, sa famille, ses cousins. Alors, quand cette ambition pour soi est généralisée, on a un problème majeur. Frédéric va s'énerver, je préfère vous avertir, mais elle va prendre un peu de recul. Frédéric, on a un nouvel exemple avec la déclaration de Belfort-Birota, qui n'en peut plus. Il faut le comprendre, ce monsieur. Ah oui, il a une carrière longue, il a déjà pris beaucoup de choses sur la tête, notamment en acceptant d'aller au SMTD. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Peut-être trop longue, la carrière. Ça, c'est vous qui jugez. Je pense qu'il va vous appeler. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Que devons-nous faire pour que cette histoire s'arrête? Mais tout simplement, acter sous l'année à venir, sans doute, la liquidation judiciaire du SMTVD, tout simplement. De toute façon, c'est un fait.
on est sur une cessation de paiement aujourd'hui, d'accord? On a des dettes fournisseurs, on a énormément de contentieux, on a des risques, on a des déficits, on a des risques environnementaux non provisionnés, un fonds de roulement exactement négatif. On a des tutelles et des mesures qui ont déjà été mises en place, c'est pour ça que j'ai dit peut-être trop longues, qui ont été complètement insuffisantes avec une impossibilité de financer durablement le SMTVD. Donc, moi, j'ai fait un petit topo, des suites juridiques. Pénal financier, on va se retrouver avec des détournements de fonds publics, des corruptions, toutes ces procédures-là vont coûter très cher, ça y est. Organisationnel, on va se retrouver avec très probablement sous l'année une dissolution, liquidation et des clôtures de comptes. On va se retrouver avec un personnel qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis avec son droit de retrait, avec peut-être une reprise partielle par des EPCI. C'est déjà le cas des déchetteries. Voilà, le service public également avec des appels d'offres d'urgence. Et puis, on va se retrouver avec finalement des tutelles à généraliser et pas que pour le SMTVD. D'autres organismes territoriaux seront nécessairement concernés, on le voit. De manière très pratique. Il n'y a pas besoin, en fait, d'être prophète pour pouvoir le dire. Il suffit juste d'avoir un petit peu de bon sens, de savoir consulter des comptes et de se dire que nous allons tout droit vers un retrait de nos responsabilités, des dissolutions de certains organismes territoriaux à terme. Parlons de monsieur tout le monde et de madame tout le monde. On va faire quoi des ordures? Parce que le préfet, semble-t-il, envisage ou a envisagé l'exportation de nos ordures ménagères vers la France. Mais Eddy, regardez le sujet du conseil d'administration de la CGSS. Il a été repris. Alors, il ne faut plus dire tutelle, c'est ça? On dit plus tutelle, on dit surveillance renforcée. Donc, une surveillance renforcée, du conseil d'administration de la CGSS. Du conseil d'administration. Du conseil d'administration. Oui. Bon. En fait, fonctionne. Bon, vous voyez bien, voilà... Elle en perd ses mots. Non, mais on va vous donner la liste. Le sujet. On va vous donner la liste complète de l'ensemble des organismes. Non, mais j'entends parfaitement, mais ce sera une généralisation sur la plupart des satellites, la plupart des organismes, et ils ont un point commun, c'est que ce sont des organismes territoriaux. Donc en clair, il va falloir rebrûler nos ordures au fin fond de nos jardins, si on en a. Ce sera repris par l'État, absolument. Et comme tu l'as bien signalé, les entreprises privées, en termes d'avantages financiers... Attends, José, je termine. Moi, je n'ai pas eu la parole, cher José. Pardon. Je termine rapidement. Je ne vois que cette option de reprise, effectivement, par l'État. Vas-y, cher José. Ben oui, voilà. Et elle vient de dire le mot, et je termine. Merci de jouer la joie d'Eddy nous donner la parole. On revient à ce qu'elle dit. Elle a dit l'État, je ne sais combien de fois dans son discours, et voilà, au lendemain de la réclamation de plus de pouvoir normatif. Ça y est, il nous l'a refilé. Donc, on appelle l'État. Stop. Le sujet tant attendu, bien évidemment, le sujet polémique par excellence, c'est le procès sur le déboulonnage des statuts. Je ferai remarquer que de certains statuts, il n'y avait pas de boulon. Sujet. Ah oui, c'est ça. Dernier jour du procès historique du déboulonnage des statuts. Sur les 11 prévenus, 8 se sont présentés à la barre. Mais très vite, l'audience a dépassé la simple question pénale. Elle s'est transformée en tribune autour de la mémoire, de la dignité et du rapport toujours conflictuel à l'histoire coloniale. Des prévenus qui ont été entendus, qui ont pu expliquer de façon assez précise finalement que ce qu'on leur reprochait ne tenait pas au regard de l'histoire et au regard de ce que représentaient ces statuts. Et puis ça s'est terminé par des réquisitions. C'est pas passé grand-chose, il n'y a pas de demande de condamnation. Il y a une forme de choix qui est un peu curieux où on dit à la juridiction de soit de condamner, mais sagement, soit de finalement relaxer et d'avouer qu'il s'agit d'une décision politique. Je n'ai pas très bien compris le sens des réquisitions, pour tout dire. Tous les prévenus ont refusé de répondre aux questions du tribunal. Ils ont préféré faire des déclarations politiques et spirituelles. Nous exigeons la liberté, la dignité, l'humanité, ont-ils répété. En définitive, la procureure n'a pas demandé de condamnation. Elle renvoie le tribunal à un choix lourd de sens, juger ici une simple dégradation ou reconnaître qu'il s'agit d'un acte politique porté par des militants antiracistes et anticoloniaux. On se rend compte quand même que le parquet est très mal à l'aise. Il est très mal à l'aise par rapport aux faits qui sont devant la juridiction. Mal à l'aise parce que juridiquement, ce n'est pas si solide que ça, tout cela. Donc ce malaise, on l'entend lorsqu'on constate que le parquet ne peut pas
demander une condamnation. C'est évident. Le parquet, aujourd'hui, reconnaît qu'en vérité, seule la relaxe serait la bonne décision. Quelle que soit votre position, pourrez-vous réparer l'irréparable histoire, interroge-t-elle, avant de citer Aimé Césaire. Le séculaire combat n'est jamais entièrement gagné, et c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. À présent, la décision appartient à la présidente. Elle dira, dans les prochaines semaines, si ce procès restera celui d'un acte illégal ou celui d'une mémoire d'un passé colonial qui cherche encore à se tenir debout. La grande question, c'est est-ce qu'il y aura un délibéré? Évidemment, tout le monde va sourire, mais est-ce qu'au bout de ce délibéré, il y a une condamnation ou une relaxe, en fait? Apparemment, ce que vous venez d'entendre nous pousse plutôt à penser que la justice va relaxer tout ce beau monde. Claude, oui. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une posture sociétale, historique et une espèce de grand n'importe quoi hypocrite? Non, je ne dirais pas ça. D'abord, vous savez, je suis très gênée, je l'avoue, d'en parler, parce que dans une semaine... Comme tout le monde. Le 17, non, mais dans une semaine pile, c'est délicat. Oui. Ils sont en train de délibérer. Oui. Dans une semaine, on saura, on sera fixé, relax, pas relax, etc. On a quand même le droit de commenter. On a le droit de commenter, bien sûr. Mais comme on n'a pas assisté, on a le droit de commenter sur la foi de ce qu'on a pu voir, ou entendre, ou lire. Et je sais que vous avez de très bons contacts à l'intérieur. Oui, certes, mais non, moi je me permets... Alors, je suis un petit peu gênée par rapport à ça, mais enfin, je vais quand même faire 3 remarques, si vous permettez. La première, c'est que, vous savez, ça m'a frappée, et dans ma famille, on m'a rappelé qu'il y a la Saint-Victor en Guadeloupe, le 21 juillet, Saint-Victor-Chelcher. Je m'attendais à un truc 21 comme ça. Juillet, et c'est bizarre parce que nos amis guadeloupéens, ils n'ont pas trop embrayé sur cette histoire de Victor-Chelcher, et pour cause, je rappelle à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'à la Saint-Victor, les administrations ont un jour férié, elles ne travaillent pas. Donc les fonctionnaires ne travaillent pas. En l'honneur de Victor Chelcher. En l'honneur de Victor Chelcher, la Saint-Victor. Il est né un 22 juillet, puis l'État français a décidé que c'était le 21 pour différentes raisons. Bon. Donc, je veux dire, l'État français avec les Guadeloupéens à l'époque. Hein. Donc, je veux dire, ils n'ont pas trop bougé, parce que finalement, si on bouge trop par rapport à Victor Chelcher, on risque de supprimer ce jour férié. Vous vous rendez compte? Et donc, qu'on supprime un jour férié, c'est un crime de lèse-majesté. Première remarque, je n'ai pas fini. Attendez. Allons préciser à nos téléspectateurs que dans le calendrier, il n'y a pas de Saint-Victor. On est bien d'accord? Non. Les Guadeloupéens appellent ça Saint-Victor. Saint-Victor, oui. Voilà. Ce soir, à mon avis, il y a des gens qui n'en reviennent pas. Donc, alors, c'est le 21 juillet, voilà. Donc, c'était la famille qui est en Guadeloupe aussi m'a fait remarquer, mais tu sais, nous... Bon, premièrement, alors ça m'a un petit peu amusé, je dois dire. La seconde chose que je dirais quand même, c'est que simplement, je rappelle quand même que ils sont morts de rire sur le plateau. Je le dis parce pour eux, c'est une révélation. Pas pour José mais ils vont me faire rire. Qui avait des salariés. Moi, j'ai le rire communicatif. Ne riez pas, s'il vous plaît. Non, plus sérieusement. Je vais rester dans la Caraïbe et un tout petit peu aller dans l'océan Indien. Dans la Caraïbe, nous avons des États insulaires et des petites îles comme les nôtres avec un passé colonial. Également, si on va dans l'océan Indien, avec, je pense notamment à l'île Maurice et aux Seychelles, je ne vais pas aller plus loin que ça. On aurait pu aller à Alcatraz, à San Francisco, on aurait pu aller chez Mandela en Afrique du Sud, on aurait pu aller dans des tas d'endroits. Mais on va rester sur ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble et nous ressemble, qui ont un passé colonial. Eh bien, ces îles-là qui n'ont pas de RSA, de minimum pour garantie, voilà, de subsides, ces îles-là, les gens, ils doivent se battre pour vivre, se battre pour gagner de l'argent. Eh bien, le tourisme, et le tourisme mémoriel, donc, est très important. Ça veut dire qu'on vous balade, quand vous débarquez, et nos amis martiniquais qui sont souvent en croisière dans la Caraïbe le savent pertinemment, quand vous débarquez dans ces îles, eh bien, vous prenez un taxi, il vous emmène à la place Truc, voir la statue machin, le fort X, et puis il vous raconte que c'était quelqu'un qui avait fait ci, qui avait fait ça, ah oui, non, qui était pas terrible, qui a fait des massacres. On vous raconte la vie de tout ça, y compris à Maurice, y compris aux Seychelles. Et finalement, ils en vivent. Et moi, je trouve que finalement, en Martinique, on est bon, quoi. On se paye le luxe, on se dit, bon, nous, ça va pas. On a un rapport avec l'État colonial qui est ce qu'il est. Et on se dit, ben, on va
il n'y a plus de Victor Schœlcher. J'ai vu que certains veulent débaptiser Schœlcher. Moi, c'est ma commune. Moi, je regrette. Moi, je suis née à Schœlcher. Je vais mourir à Schœlcher. Mais bon, c'est autre chose. C'est un autre débat pour les municipales. Au-delà de ça, voilà. Moi, je suis frappée de ça. Voilà ce que je veux dire. Je suis très frappée. Maintenant, je vous dis, peut-être qu'on aura à nouveau ce sujet. Après tout, on a eu le SMTVD au bout de 15 jours. On va en reparler quand on aura le délibéré, si vous permettez. Et j'ai une pensée pour la procureure, dont les Martiniquais ne savent pas que l'ancienne procureure a été agressée violemment. Elle a eu très peur, c'est pour ça qu'elle est partie avant le délai prévu. Elle n'a pas voulu qu'on médiatise. C'était l'année dernière, au mois de novembre. Elle a été prise dans un guet-apens. Et je pense que cette procureure, bon voilà, ça m'a fait penser à ça, tout simplement. Mais je n'en sais rien, je n'en sais pas plus. On verra le 17. Merci Claude. On rappellera quand même que les pays dont vous parlez sont indépendants, donc n'ont plus de relations avec une métropole. Aussi conflictuelle. Christian, ça sert à quoi de faire un procès pour un procès? Ça sert à perdre du temps. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'étais syndicaliste, j'ai été poursuivi au tribunal parce que j'avais posé des affiches contre le chômage prud'homal sur les poubelles de la gendarmerie du Saint-Esprit. Pas bien ça c'est pas bien. Ils avaient porté plainte, j'étais passé en jugement. Bon, j'ai été relaxé. Il y a eu l'affaire de Toyota également où j'ai été mis en examen et relaxé. Ouais. Vous avez joué au domino sur l'autoroute en fait. Cette affaire est incroyable. Et j'ai une position qui est un peu différente de celle de beaucoup de gens. Soit il y a le statu quo, et les statuts sont partout, elles sont là, on les laisse là. Et puis, il y a ceux qui sont contents d'avoir des gens qui ont eu un passé esclavagiste, etc. Ils sont contents de les voir. Il y a ceux qui en souffrent, personne ne dit rien et on reste là. La société fait que c'est plus possible. OK ? Et c'est la preuve par neuf que c'est plus possible, parce que des jeunes ont cassé, et des moins jeunes d'ailleurs, s'agissant depuis très longtemps de Joséphine. Ouais. Soit... dont la tête a été retrouvée à la mairie de Fort-de-France. Voilà. Soit on ne fait rien, et ça explose à un moment ce qui s'est passé dans le cas qui nous concerne. Soit on fait ce qu'a fait le maire du Lamentin, et puis ce qu'ont fait d'autres pays, ailleurs, en disant, nous sommes des gens responsables, nous posons le problème, et nous réglons le problème en créant par exemple une place qui est dédiée à la traite, à l'esclavage, à ceci, à cela, et nous mettons toutes ces statues-là, ou dans un musée, etc., comme on fait. Mais on fait comme tu dis, les élèves viennent apprendre, viennent regarder dès le jeune âge, les touristes, etc. Et ça participe à la prise de conscience, à l'évolution de la société. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Ce problème se pose. Pour une raison, à mon avis, simple. C'est que la démocratie en France, c'est un peu du bidon. Et des sociétés occidentales. Pourquoi? Parce que s'ils étaient fidèles à leurs principes de liberté, d'égalité et de fraternité, ils comprendraient qu'on ne peut pas laisser un dénambuc parader à l'endroit le mieux placé de Fort-de-France. Schœlcher, c'est un débat, parce que Schœlcher a été, au début de sa vie, sur des positions inacceptables, et après a largement évolué, a largement contribué. On le met à part, Schœlcher. On le met à part. Bon. Mais dénambuc, non. Mais j'admets qu'il y a un débat pour les jeunes qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bien informés. Ouais, bon, disons. Donc, si les gouvernements français faisaient d'ailleurs leur propre critique du passé colonial, et puis avaient purgé cette question-là, elle-même, l'éducation nationale même, les préfets même, d'ailleurs je fais la même chose, la même observation pour le drapeau palestinien contre les génocides, etc. Les préfectures auraient dû mettre le drapeau palestinien. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais les statuts auraient dû être enlevés par les gouvernements depuis longtemps, qui auraient pu dire on ne peut pas, on purge notre passé colonial, on ne peut pas faire ça. Merci, donc Christian. Ces jeunes, ils doivent être relaxés. José, non, il faut accepter, d'avoir une question. Oui. Donc laissez-moi. Non, laissez-moi la poser. Ah, oui. José, est-ce qu'il y a une différence entre, comme Christian vient de le faire, entre les statuts qui sont un peu les témoignages d'une époque criminelle, notamment avec l'esclavage, notamment des Nambucs. Alors, il y a un vrai débat sur sur Madame l'impératrice. Ah, oui. Mais bon, et celles qui
glorifie, pour certains, la lutte contre l'esclavage, l'émancipation des esclaves. Est-ce qu'on doit faire la différence ou est-ce que tout ça appartient au même lot? Et comme Christian vient de le dire, il faut y consacrer un espace où tous les représentants de cette époque sont présents à travers des statues. Ah ben, j'allais répondre à la question que vous avez posée, on aurait gagné du temps. Oui, mais les téléspectateurs ne l'auraient pas entendu. Entendu. S'agissant de ça, j'ai envie de vous dire qu'il faut bien entendre une chose. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, j'entends tous les discours et je partage largement le point de vue de Christian qui dit qu'il faut créer des espaces. Ces statues ont été érigées à un moment où les gens commémoraient l'époque. Oui. On a eu des hommes politiques célèbres en Martinique. Parler de Césaire, parler de Gratien, rien que pour parler de ces deux-là, puisqu'on parle beaucoup de l'action du maire du Lamentin et de la tête de Joséphine à la mairie de Fort-de-France. Et donc, pour certains, ça va être une révélation. Oui, oui. Et en fait, ces hommes politiques étaient des éminents hommes politiques, n'ont pas fait des boulonnais, n'ont pas été là. C'était une époque. Ils étaient arc-boutés à construire le pays, à avoir une vision de développement pour le pays et pas se laisser manipuler par des politiques en mal de devenir ou en mal d'être arrivés qui utilisent des jeunes désœuvrés en douce pour aller déboulonner des statuts. C'est une époque. Il faut, comme dit Christian, créer des espaces pour ça et à côté des statuts qui ont eu existé parce que ça a correspondu à une époque de notre civilisation, de notre monde, il faut peut-être ériger d'autres statuts où on pourrait mettre la vôtre pour tout le bien que vous faites, tout le bien que vous faites pour un moment, à côté de Dénambuc. Pour être déboulonné dans 150 ans. José, dans 150 ans, merci, voilà. Merci parce qu'il va y avoir une lecture différente de la société. Je veux deux mots ajouter. Je ne partage pas le point de vue de Claude, qui pense que les Guadeloupéens gardent le 21 juillet pour avoir un jour à ne rien faire. Je pense qu'ils ont une vision plus aboutie que ça de leur liberté. C'est pas ce qu'elle a dit. Oui, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Stop. Ne la provoquez pas, elle va réagir. Il nous reste quelques minutes consacrées à notre amie Madame d'Espagne pour faire un choix. Parce que vous avez vu que ni Claude ni José ne se sont mouillés. Christian a fait un choix très clair. Il a devancé le délibéré. Il délibère. Vous êtes dans la même optique? Pas du tout. Et j'ai entendu que dans le reportage, il citait Césaire. Est-ce que vous me permettez rapidement de citer Césaire? C'est ce que je ne fais quasiment jamais, moi. Ainsi donc, déjà, ça nous surprend. Hein. Aimé Césaire, esclavage et colonisation, 1948. Ainsi donc, évoquer Schellcher, ce n'est pas invoquer un vain fantôme. C'est rappeler à sa vraie fonction un homme dont chaque mot est encore une balle explosive. Que son œuvre soit incomplète, il n'est que trop évident. Il a apporté aux Noirs des Antilles la liberté politique. S'il n'a pas pu la compléter par leur accès à la propriété et à la sécurité économique, du moins a-t-il créé une contradiction saisissante qui ne peut pas ne pas faire éclater le vieil ordre des choses. Je m'en arrête là. Celle qui fait du moderne colonisé à la fois un citoyen total et un prolétaire intégral. Alors, n'invoquez pas Césaire. N'invoquez pas Césaire. Quand on a un problème, on ouvre le livre du monsieur et on a la solution. D'ailleurs, c'est un peu le résumé, enfin non, l'expression globale de ce qu'a résumé José. Et merci je parle simplement du paradoxe et je crois qu'il faut beaucoup de nuances et je crois qu'il y a un profond manque d'éducation et d'histoire dans notre société martiniquaise aujourd'hui. Oui. Enfin, nous, on essaie d'y contribuer un tout petit peu, n'est-ce pas, Christian? Oui. C'est parti pour les plus et les moins. Et je commence évidemment par José. Alors, sous les moins, j'étais pas là pendant quelques jours et j'ai été choqué par une dame à Basse-Pointe qui se fait agresser au petit matin, pas à Basse-Pointe, au Lorrain, au petit matin à Séguineau, à 6h30, une grande personne, comme on dirait par chez nous, se fait agresser par deux malfaiteurs qui veulent lui subtiliser ses bijoux. Et je suis choqué
de voir que notre Martinique est devenue cela. Dans nos communes, parce qu'on n'est pas sous le bord de la savane, on n'est pas dans des quartiers des TSV, ça se passe partout. De TSV. On est au loin un pays, un endroit que je connais bien, qui est supposé être habité par des gens bien, des gens calmes, des gens qui partagent la cité. Je ne comprends pas que nous soyons aujourd'hui arrivés à ça et qu'il n'y ait pas plus de retentissement, d'élévation de voix autorisées pour dénoncer ça et regretter que ce genre d'action puisse exister. Je suis choqué par ça en Martinique. Merci José, merci de votre témoignage. Christian. Alors moi j'ai un plus et un moins, je vais le faire rapidement. Le moins, je répète ça assez souvent, c'est le TCSP, la question du transport. Je ne comprends pas que j'ouvre ma télé, j'ouvre ma radio et j'entends le TCSP ne va pas rouler parce qu'il n'y a que 3 véhicules disponibles, parce que les autres sont en panne, parce que ceci, cela, etc. Mais gérer une société de transport, gérer un système de transport, c'est prévoir, c'est faire des stocks de pièces, c'est faire des études qui montrent pourquoi ils tombent en panne, quelles sont les pannes les plus récurrentes, c'est prévoir le personnel pour faire l'entretien, c'est anticiper. C'est le privatiser. Et quand je vois vraiment les conséquences, et je finis dessus, le malheur d'une femme de ménage qui travaille dans mon immeuble, qui vient 2 fois par semaine et qui habite à côté de la Joyau, qui doit prendre un bus, elle monte, elle arrive, il n'y a pas le bus, elle trouve un stop, elle arrive en ville. En fait, c'est un casse-tête pour le peuple. Ouais. Et c'est peut-être parce que beaucoup de gens qui sont des responsables ne sont pas à ce niveau-là qu'ils ne se rendent pas compte du malheur que c'est que de ne pas améliorer le transport comme il faut et prendre toutes les responsabilités. Encore une fois, si on ne sait pas le faire, faites venir ceux qui savent le faire et apprenez. Le deuxième plus, je finis dessus rapidement, c'est enfin la bouffée, l'espoir que nous a donné les 7 millions de personnes qui étaient dans les rues aux États-Unis et l'élection du nouveau maire de New York qui a pris radicalement position contre Trump en disant « Je suis là, je suis musulman, mais j'ai la ville où il y a le plus de juifs, plus même qu'à Tel Aviv, à New York. Je veux défendre les immigrés contre Trump. Je veux contrôler les loyers. Je veux mettre un transport gratuit. Transport, les Martiniquais, peut-être qu'on ira apprendre là. Un transport gratuit, etc. Bref, peut-être qu'il y a de l'espoir et que ça changera la face rappelons en plus qu'il est né en Ouganda. En Ouganda, vous vous rendez compte. Et qu'il y a quelques années, il n'était pas de nationalité américaine. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Jamais perdre espoir. Voilà. Très bien. Sur ce message d'espoir qui va ravir tous les partisans en Martinique de Trump. J'espère. Parce qu'il y en a quelques-uns. Claude. Alors, donc, trois petites choses rapidement. Premièrement, pour dire que la Transat, le village, théoriquement, est censé fermer le 16, donc cette semaine, en fin de semaine. Donc, il faut y aller. Il est beau, il est sympa. Il y a des arrivées de bateaux. Voilà, ça va s'exciter. Alors, rappelons aux Martiniquais qui sont passés à côté que c'est la Transat Café l'Or. Café l'Or, qui est partie du Havre, qui arrive. Aujourd'hui, il y a la Vierge de Rocamadour qui est arrivée. Il y aura une messe, il y aura une procession. Il y a quelques gags. Elle doit aller au calvaire, mais comme ils se sont rendus compte que ce n'est pas du tout sécurisé, donc elle va faire le tour des paroisses avant d'arriver au calvaire. Ça nous rappelle quand même quelques événements historiques un peu tristes de la Martinique, mais bon, c'est pas grave. C'était très émouvant. Rocamadour, c'est la Vierge qui protège les marins, la mer, etc. À ne pas confondre avec la Vierge du Grand Retour, qui a arnaqué un maximum de Martiniquais. Non, c'est Rocamadour. Vous avez raison, ça se ressemble, mais c'est pas ça. Et elle est noire. Elle est noire parce qu'elle a été peinte en noir, mais elle est noire. Elle a été peinte en noir. Voilà. Le mythe vient de s'effondrer. Mais non, mais en tout cas, elle est là. Rapide. Alors, rapide, il faut y aller. Deux rendez-vous. Il y a le festival En Pays Rêvé. Il faut aller sur le Facebook, tout simplement, la page Facebook Festival En Pays Rêvé. Ça, c'est pour ceux qui savent lire. Qui savent lire, mais qui aiment la littérature. Rappelons que le taux d'illettrisme en Martinique est de l'ordre de 35%. Oui, mais il y en a qui lisent aussi, et heureusement. Et donc, c'est Victor Laszlo qui porte ce projet depuis des années. C'est la semaine prochaine. Il se passe quelque chose
tous les soirs, tous les jours, la journée, avec les élèves ici, l'académie, etc. Il suffit d'aller sur la page Facebook, il y a tout le programme, donc je ne vais pas le citer ici, et il y a donc 20 auteurs qui arrivent là. Un big up pour Victor Un big up pour Victor, qui s'accroche malgré le manque de subventions, mais elle a géré. Et puis, pour finir, il y a un petit rendez-vous à Saint-Pierre-au-Marché. Samedi, à 18h, il y a une conférence donnée par le club de judo sur les arts martiaux et les femmes. Voilà, le rôle des arts martiaux chez les femmes et la défense. Et donc, c'est important avec sociologues, etc. C'est au marché de Saint-Pierre à 18h. Très bien, tout Claude. Simplement. On termine avec Frédéric. Oui, un petit mot ce soir sur le manque peut-être de transparence pédago-médiatique sur la protection fonctionnelle du maire Didier Laguerre. Je ne pensais pas qu'un jour je prendrai la défense de M. Laguerre, mais en 2002, la ville de Fort-de-France met en place un dispositif pour aider certains agents municipaux à partir plus tôt à la retraite. Ce dispositif a été validé par une dérogation de l'État qui leur permet de recevoir une somme d'argent en guise d'accompagnement. Le système fonctionne pendant plusieurs années sans poser de problème particulier. Plusieurs agents en bénéficient. En 2016, Serge Letchimy, député mais aussi ancien agent de la ville, profite à son tour de cette mesure. Quelques années plus tard, la Chambre régionale des comptes estime que ce dispositif n'a finalement pas de base légale claire, même s'il avait été approuvé à l'origine. S'ensuit la procédure. En 2024, Didier Laguerre, je ne parle pas du fond, je parle de la protection fonctionnelle. En 2024, Didier Laguerre demande au conseil municipal de lui accorder la protection fonctionnelle. Cela signifierait que la commune prendrait en charge ses frais d'avocat et l'association Anticorps qui lutte contre la corruption s'y oppose. Selon elle, les faits reprochés, un possible détournement de fonds publics n'ont rien à voir. Alors, je répète, je ne parle pas du fond, je ne parle pas du détournement, je parle de la légitimité de cette protection fonctionnelle, puisque c'est bien vous êtes dans favorable. ce cadre... Je parle de la protection fonctionnelle. C'est bien dans ce cadre que Monsieur le maire a exercé cette dérogation, aussi contestable soit-elle, et donc cette protection fonctionnelle, excepté un fait grave avéré dans sa fonction, n'a pas eu lieu. Ce que je veux souligner, c'est que lui a droit à cette protection fonctionnelle. Très bien. Alors ce soir, tous les miracles sont possibles. Frédéric d'Espagne soutient le fait que Didier Laguerre ait pu bénéficier d'une protection fonctionnelle. Et puis, bon, je termine sur des sujets qui sont un peu plus graves, malgré tout. Et chaque jour, chaque nuit, des enfants en Martinique sont violés dans des établissements. Et évidemment, personne n'en parle. Tout le monde se préoccupe d'autre chose. Mais moi, ce soir, je tenais à soutenir ces enfants et à leur dire qu'on va s'engager dans un combat pour que ça se termine. Et évidemment, comme on a peur de rien, on va vous dire qu'on va s'engager déjà contre une entité qui s'appelle le Foyer de l'Espérance. Parce que je suis destinataire d'appels désespérés à la fois de salariés et de victimes. Et donc, je vais contacter le PROC pour lui dire que ça suffit. J'ai déjà contacté les gens de la CTM, qui m'ont dit, mais Eddy, t'as qu'à porter plainte. T'as qu'à dire aux gens qui t'appellent de porter plainte. Comme si c'était si facile. Donc là, le combat est engagé. À très bientôt. Et puis, merci aux équipes, merci à nos chroniqueurs, merci à Déborah, qui fait un travail fantastique, à notre réalisateur et à toute son équipe. Et puis, merci à votre fidélité. Comme vous n'allez pas sur les autres chaînes, on vous dit merci. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.